Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo. La Chine. Alors, on va essayer d'éviter tous les clichés et de remettre un petit peu de contexte. Alors, je ne vais pas vous faire l'histoire de la Chine parce que c'est une histoire qui s'étale sur des milliers d'années, mais d'une manière générale, au-delà des différents empires, des différentes dynasties, la Chine a été pendant plusieurs siècles un territoire puissant. Je rappelle quand même que lorsque en Europe on a découvert avec Gutenberg l'imprimerie et le papier, les Chinois avaient déjà la technologie, la poudre, sans parler que avant que Christophe Colomb découvre l'Amérique, il y a un célèbre personnage chinois qui lui avait déjà une armada où ils ont pu explorer à la fois l'Inde, enfin tout ce qui est évidemment tout ce qui est Asie du Sud-Est, l'Inde, et ils sont allés même jusque sur les côtes est de l'Afrique. Donc la Chine, en dehors de ces guerres internes, en dehors des conflits dynastiques, c'est une terre, une nation qui a toujours eu une certaine puissance, voire même une civilisation relativement avancée au-delà de ce que nous possédions déjà en Europe. Mais il y a eu une bascule. La bascule, c'est souvent ce qu'on appelle un petit peu les déclins des empires. C'est à force de querelles internes, à force de s'auto-satisfaire, à force de se reposer sur ses acquis. Eh bien, il y a un moment donné où on ne sent pas venir le vent mauvais et tout d'un coup, c'est la déchéance, c'est le déclin et avec tout ce que ça implique évidemment derrière. Il y a une période en Chine aujourd'hui que l'on appelle la Grande Humiliation. La Grande Humiliation, elle a commencé au début du 19e siècle, à partir de 1830 je crois, jusqu'en 1949. C'est-à-dire que cette Grande Humiliation, c'est justement l'affaiblissement d'un pouvoir par des querelles internes et l'interventionnisme évidemment occidental qui lui au 19e siècle va véritablement connaître des booms incommensurables. Vas-y, ne me laisse pas passer surtout, connard. Et dont certains pays occidentaux vont évidemment profiter de la situation, plus particulièrement les Britanniques, puisque lors d'une guerre en 1870, je crois, c'est à ce moment-là qu'ils ont acquis le territoire que vous connaissez sous le nom de Hong Kong. Alors peut-être en effet pour les jeunes générations, Hong Kong, c'est chinois. Sauf que pour ma génération, Hong Kong, non, c'était britannique. Ah oui, il y a eu le fameux événement de la rétrocession de Hong Kong des Britanniques vers la Chine, tout en essayant de garantir un statut pas autonome, mais particulier, de telle manière à éviter que la Chine vienne rectifier le tir sur un certain nombre d'aspects, et plus particulièrement sur certaines libertés. Liberté d'expression, liberté de la presse. Bon, je vous avouerai, ça n'a pas duré longtemps, puisque de toute façon, le gouvernement chinois a trouvé des subterfuges pour tirer sur les ambulances, de telle manière à faire rentrer Hong Kong dans le rang. À tel point qu'aujourd'hui, Hong Kong, qui était une puissance économique, aujourd'hui Hong Kong n'est plus qu'une place financière, puisque tout ce qui est productivité industrielle, etc., a été déplacé pas très loin du côté de Shenzhen, Macao, etc. Même Macao avait été développé pour faire concurrence à Hong Kong en matière de divertissement, tout ce qui est casino, tourisme, etc. Et donc,
cette époque de la grande humiliation, elle a duré jusqu'en 1949 avec toutes les circonvolutions, l'arrivée du communisme, Mao Tse-tung et la création de la République populaire de Chine, poussant les Chinois du Kuomintang qui était le gouvernement précédent, à se réfugier sur une île qui s'appelle Taïwan, qui à l'origine était chinoise. Enfin, lorsqu'il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale, en 1945, en 1947, la constitution de l'Organisation des Nations Unies qui a défini les territoires souverains. Or, Taïwan, à l'époque, faisait partie de la Chine. D'où la raison pour laquelle, aujourd'hui, Taïwan n'est pas reconnu par la communauté internationale comme un pays à part entière. Pourquoi ? Parce que selon les lois même des Nations Unies, Taïwan est chinoise. C'est pour ça que si un jour la Chine décide d'envahir Taïwan, ça va poser un problème. Parce qu'il n'y a pas de reconnaissance de Taïwan en tant que territoire souverain. Ah ouais, non, ouais. C'est la couille dans le pâté. Alors le communisme chinois, évidemment, plus ou moins aidé au départ par l'URSS, même si à partir des années 50, milieu des années 50, la Chine a commencé à prendre un peu ses distances, mais a été un acteur important de la région puisque la Chine a contribué aux guerres de décolonisation des pays d'Asie du Sud-Est, dont évidemment la guerre la plus symbolique pour ce qui concerne les Français, c'est évidemment la guerre d'Indochine, suivie par la suite par la guerre du Vietnam. Et puis est arrivée la fin des années 70, où la Chine, ou tout du moins le modèle économique chinois, avait cette volonté de redresser la pente et de redevenir une véritable puissance, mais pas avec le modèle imposé par Mao Tse-tung, c'est-à-dire le pouvoir absolu. C'est un monsieur qui s'appelle Xi Jinping qui a réussi à passer entre les filets des purges, qui à la mort de Mao devient le Premier ministre et va ouvrir la Chine au marché, ouvrir la Chine au commerce libéral. Et là, évidemment, au départ, la caricature, oui, on fabrique chinois, mais la fabrication chinoise, c'est pas terrible parce que ils copient. Ouais, mais à force de copier, il y a un moment donné où vous arrivez par perfectionner l'original. Et aujourd'hui, la caricature de produits chinois qui seraient de produits de mauvaise qualité, eh bien même si vous achetez des produits chez Temu, alors je dis pas que si vous achetez des trucs à 10 €, oui, vous achetez des produits d'une qualité de 10 €, d'accord ? Mais aujourd'hui, les téléphones mobiles, il y a un marché chinois. Moi, pendant un moment, j'avais un HTC, il marchait très très bien. En plus, avec à l'époque une définition au niveau de l'appareil photo qui était de très bonne qualité. Les voitures électriques. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la Chine est devenue leader des voitures électriques en Europe ? Alors oui, le problème qu'on a avec la Chine, c'est qu'elle a aujourd'hui une soif d'expansion. Et cette soif d'expansion va forcément menacer des intérêts économiques, surtout aux États-Unis. Aujourd'hui, de toute façon, les Américains, ils sont conscients que la Chine, sur le plan économique, c'est un ennemi. Sauf qu'il y a des modèles économiques de grandes compagnies américaines qui se sont quand même servis de la Chine pour produire à moins cher. Aujourd'hui, même Trump n'arrive pas à faire revenir des entreprises aux États-Unis parce que le coût et le modèle économique et le modèle de rentabilité dépend essentiellement des coûts de production chinois. Sauf qu'aujourd'hui, les Chinois ne se contentent pas de fabriquer des iPhones,
ils fabriquent aussi leur propre matériel. Et aujourd'hui, on est dans une phase où il va y avoir à un moment donné une bascule. Parce que le problème, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs de produits américains qui en réalité ne fabriquent pratiquement plus aux États-Unis, mais fabriquent en Asie, particulièrement en Chine. Mais le problème, c'est que c'est fabriqué en Chine, c'est envoyé aux États-Unis, et ensuite les États-Unis renvoient à l'exportation en Europe. D'où la raison pour laquelle il y a certains produits aujourd'hui qui sont trop chers. Enfin, trop chers. Disons qu'ils ont une somme qui pourrait être bien moins chère qu'il ne l'est aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les Américains, au lieu d'exporter leurs produits de Chine vers l'Europe, en fait, ils les exportent ici aux États-Unis et ensuite les exportent en Europe. Oui, parce qu'il faut quand même faire fonctionner les entreprises intermédiaires. Si vous coupez le fil, ça ne va pas. Et la situation, elle va empirer. Elle va empirer, pourquoi ? Parce qu'on a appris il y a quelques jours que la Chine a signé un accord avec la Russie pour pouvoir utiliser la voie maritime du Nord. C'est-à-dire ne plus passer par le Sud et par voie de fait par le canal de Suez. Passer par le Sud, c'est entre 30 et 35 jours. Passer par le Nord, c'est 20 jours. Alors pourquoi un accord avec la Russie ? Tout simplement parce que la voie maritime du Nord passe par les eaux territoriales ou dans certaines zones territoriales russes. Et qui plus est, dans l'accord, l'hiver évidemment, c'est des zones extrêmement froides et ces zones sont parfois gelées. Mais vous êtes d'accord qu'on a tous entendu le petit côté de ce que l'on appelle les fameux brise-glaces nucléaires russes. Et par conséquent, pour permettre le trajet par le nord, les Russes mettront à disposition des navires chinois, ou tout du moins des navires qui transporteront des marchandises chinoises, les brise-glaces nucléaires. Donc je ne vous dis pas qu'au niveau de la concurrence du transport maritime, ça l'a un petit peu vénère. Parce que là où même les sociétés françaises comme GSM par exemple, GMS, GSM, je ne sais plus le nom, ils l'ont un petit peu mauvaise. Alors, il y a toujours des contrats qui existeront pour transporter les marchandises depuis la Chine, pour arroser un certain nombre d'unités, que ce soit en Inde, que ce soit en Asie du Sud-Est, que ce soit, etc. Puisque on redistribue ces marchandises dans ces zones. Mais pour l'Europe, si vous avez la possibilité de transporter des marchandises en 20 jours au lieu de 35, alors par contre, je ne vous assure pas que ça soit entièrement chinois parce que je ne connais pas l'état des compagnies de transport maritime chinois. Comparativement à d'autres compagnies, je sais que la compagnie française GSM est plutôt bien placée aujourd'hui sur le marché. Mais bon, à l'allure où aujourd'hui la Chine est capable de construire, d'innover, etc., c'est comme sur le plan militaire, c'est pareil. On le sait que la Chine, de toute façon, il y a un moment donné où elle va finir par dépasser les États-Unis. Et pas seulement que sur un plan nucléaire. Parce que je pense que sur le plan nucléaire, les Chinois n'arriveront peut-être pas au même niveau que les Américains ou les Russes. Mais en matière de matériel pour des guerres conventionnelles, que ce soit terrestre, maritime ou aérien, c'est peut-être pas dit. Alors, évidemment, le problème qu'on a avec la Chine, c'est que c'est un régime totalitaire. Enfin, totalitaire. C'est un pouvoir unique. Il n'y a pas de parti, il n'y a pas
d'opposition, il n'y a pas d'élection, etc. Ça va même pire puisque Xi Jinping a fait passer un texte qui désormais lui permet de gouverner sans limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une limite. Avant, il y avait une limite, c'est-à-dire qu'il y avait un terme du statut de premier secrétaire du parti, et donc du gouvernement chinois. Là, Xi Jinping, il peut gérer le pays jusqu'à sa mort. Et puis surtout dans le domaine de la croissance. Depuis le XVIe siècle, la grande puissance, le grand empire, c'était la Hollande, c'était les Pays-Bas, qui ensuite ont été supplantés par les Britanniques. Et par la suite, supplantés par les États-Unis. Or, les États-Unis, on le sait, les États-Unis aujourd'hui est en déclin. Est en déclin parce que mauvais choix stratégiques, mauvaise orientation économique, ce qui fait que la trop grande dépendance que beaucoup de modèles économiques ont aux États-Unis par rapport aux importations pose problème. Même moi, dans mon activité, on a énormément d'éléments qui viennent de Chine, qui viennent du Vietnam, qui viennent... Et en plus, alors maintenant, avec les taxes que Donald Trump a mis, je peux vous dire que maintenant, il commence à regarder un peu plus les factures. Alors, c'est une guerre économique, on est d'accord. Les Américains ont une capacité de réagir. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que le problème de la société américaine, c'est une société sclérosée. Sclérosée par des modèles d'hégémonie, d'ultralibéral, capitalisme, et imposer ses produits en essayant de racheter ou de détruire la concurrence. Sauf que ça, il y a un moment donné, là-dessus, les Chinois, ils sont pas cons. Ils le savent. Ils le savent que si demain, ils ont une offre de meilleure qualité, de meilleure performance que ce que font les Américains. Alors le problème, c'est que en Europe, il y a encore en Europe une forme d'hégémonie américaine pour imposer un protectionnisme par rapport à certains secteurs d'activité où les États-Unis ont leur bille. La téléphonie mobile, par exemple. Même si en France, vous avez aujourd'hui la possibilité d'acheter du matériel chinois, sauf que le matériel chinois, au niveau des compatibilités, etc., c'est un peu le bordel. Pourquoi ? Parce qu'en France, vous avez deux systèmes hégémoniques que sont l'OS de Apple et le Android pour tout le reste. Mais il va y avoir un moment où ça va coincer. Et d'ailleurs, ça coince déjà, puisqu'on a appris il y a quelques semaines que Microsoft va peut-être faire un retournement de veste sur son Windows 11. Parce que le Windows 11, apparemment, ça ne marche pas aussi bien que ça devrait marcher. Et donc, attendez-vous dans les années, tout du moins dans l'année à venir, d'avoir des mises à jour qui vont peut-être remettre des fonctionnalités qu'il y avait sur Windows 10 sur Windows 11. Enfin, ils vont changer plein de trucs apparemment sur le fonctionnement même de Windows 11. Et surtout, c'est qu'aujourd'hui commence à naître une culture vintage. C'est-à-dire des gens qui sont capables de modifier, d'améliorer les performances d'anciens systèmes d'exploitation pour permettre justement à des gens de pouvoir revenir sur ces systèmes. Et là, je parle évidemment de Windows XP, de Windows 10, Linux aujourd'hui qui est en train de faire une mutation. Sauf que les Chinois, eux, ils sont en train de se dire,
si on veut être concurrentiel, il faut être capable à la fois sur le hard comme sur le soft d'être compétitif. Raison pour laquelle les Chinois se sont rués sur les terres rares. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui les Chinois ont développé, et c'est pour ça d'ailleurs que Musk a ce projet d'une grande usine de fabrication de composants électroniques, etc., parce que lui, il a compris qu'il y a un moment donné où ça allait coincer. Donc ça va être ça, hein, la guerre. La guerre pour l'année prochaine et les 2 années à venir, ça va être ça. C'est les composants électroniques, plus particulièrement microprocesseurs et mémoire. Celui qui va réussir à fabriquer en grand nombre avec performance. Là, ça y est, la guerre, elle est lancée. Sauf que vous, en Europe, ah oui, il y a quelques entreprises qui... mais elles n'ont pas les reins solides. Elles vont disparaître ou elles vont se faire racheter, tôt ou tard. Pourquoi ? Parce que l'Europe aujourd'hui est entre les mains de technocrates. Technocrates idéologisés. Et donc, vous êtes déjà dans la merde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la situation où est l'Union européenne, soit vous êtes esclave de la Chine ou des États-Unis, mais vous ne serez pas compétitif sur les marchés. Parce que vous n'aurez pas les outils industriels, les entreprises, les fonds propres, les financements pour pouvoir être concurrentiel. Alors en plus, si vous jonglez avec les idéologies écologistes qui viennent faire chier le monde pour tout et n'importe quoi, alors là... Je veux dire, les Allemands aujourd'hui, là, attention, hein. Attention, parce que dans l'Est de l'Allemagne, quand il va y avoir des élections, soit l'AfD, il la flingue, ou il la censure, ou il l'interdise. Hein, parce que l'AfD va continuer à monter. L'AfD, c'est le parti qu'on appelle extrême droite, hein, de façon commune. Donc voilà, la Chine, faut la prendre au sérieux aujourd'hui. Sérieuse. Faut se dire que elle ira jusqu'au bout, parce que c'est son avenir, parce que c'est sa puissance, parce que c'est son esprit de conquête. Donc soit on s'en accommode, on tire parti et bénéfice de la situation, ou alors on se fait bouffer. Je vous laisse méditer sur la question. Et encore une fois, je vous le dis, attention. Aujourd'hui, la caricature qui consiste à dire que la Chine produit de la merde, oui, à bas coût. Comme je vous l'ai dit, si vous achetez des produits 10 € sur Temu ou Wish n'existe plus, je crois, vous avez des produits à 10 €. Moi, ça m'arrive des fois d'acheter des produits pas chers sur Amazon, hein, mais je sais que c'est des produits qui ne vont pas durer. C'est pas des produits de qualité, mais au moins qui me rendent utile, qui servent pour un instant T. D'ici là, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à qu'est-ce que vous en pensez. Qui plus est, si vous êtes dans des activités où vous observez justement ces évolutions, allez-y. Bouge au pied du mur.